Dans cette saison du podcast Range ta chambre, j'ai reçu chez moi des membres du Reboot Camp. Après quelques minutes de discussion, je mettrai l'épisode en noir et blanc, histoire que tu ailles faire quelque chose d'utile pendant que tu nous écoutes. Aujourd'hui, j'accueille Hugo qui va nous raconter son parcours et avec qui je me suis tapé les plus grands fous rires que je me suis jamais tapé dans un épisode de podcast. Bah, c'est un plaisir de t'avoir ici, mec, merci. Parce que c'est très spontané, hein. T'étais pas censé venir là. T'as accompagné Nolan un peu à la DER parce qu'en fait vous habitiez pas loin. C'est quoi Non, c'est pas du tout. Il m'a appelé, il m'a dit est-ce que t'es chaud de venir à Budapest? J'ai dit allez, pourquoi pas. Et en vrai, je fais beaucoup à l'instinct parce que je crois que les opportunités, tu les crées. On va bien expliquer ça au fur et à mesure. Donc, je vais me présenter pour faire une introduction. Hugo Delatte, 24 ans. Je suis assez jeune. J'ai assisté du coup au Reboot Camp. Je vais expliquer comment je suis arrivé au Reboot Camp. Dans ma vie, j'ai eu aussi une période assez chaotique. Et donc, du coup... je crois que ça m'a forgé, ça nous forge tous. Je pense que toute personne qui passe par un moment très chaotique et qui s'en sort se forge. Et je pense que le chaos, ça crée énormément d'opportunités, il faut juste le surmonter. J'étais aussi en surpoids, j'ai eu une rephase et c'est à ce moment-là où en fait j'ai compris que si tu arrives à te transformer physiquement ou si tu arrives à faire une grosse transformation, que ça soit physique, tu peux surmonter pas mal de choses dans ta vie. Et c'est à ce moment-là où j'ai repris confiance en moi et j'ai réussi à gravir les échelons dans le domaine que j'ai, dans mon domaine. Et donc j'ai commencé par des études un petit peu mécaniques. J'ai eu l'opportunité de développer un projet de fin d'année. En fait, c'était en lien par rapport à ce que faisait ma mère. Et donc, en fait, on a créé une cible, un produit pour améliorer la rapidité de lecture et la concentration. Parce qu'elle fait quoi, ta mère, du coup? Elle est orthoptiste. C'est pour les yeux. D'accord, ok. En et gros, orthopédiste, c'est quoi? Orthopédie, je crois que c'est pour les pieds, mec. Ouais, ok, c'est ça. Et donc, du coup, orthoptiste, en fait, c'est une personne qui va checker ta vue et ensuite qui va t'orienter vers différents spécialistes. Okay. Et donc, elle avait l'idée d'un produit, mais elle s'était jamais lancée parce qu'elle avait eu des enfants. Comme je t'ai dit, il y a eu pas mal de problèmes dans ma famille. Elle a eu un cancer. Il s'est passé pas mal de choses perso que j'ai pas forcément dévoilées, mais il y a eu pas mal de choses. Et donc, du coup, elle était vraiment dans la... Elle se surprotège, c'est-à-dire qu'elle va pas explorer plus loin que déjà son métier qui lui convient et elle a de l'argent et tout ça. Et donc du coup, elle avait l'idée d'un produit pour améliorer la rapidité de lecture, c'est un outil. Pour améliorer la rapidité de lecture et la concentration, c'est une cible que tu accroches au mur. Et en fait, elle avait l'idée de ça, et moi en projet de fin d'année, il fallait que je fasse soit sur un projet lambda, soit sur un projet que je souhaitais. Et donc du coup, ça m'a tenu à cœur de l'accompagner, j'ai fait des prototypes et tout ça, en lien avec mes études méca. Et donc du coup j'ai réussi lors du BTS à faire ce projet qui me tenait à cœur, à mettre donc aller voir des fournisseurs, essayer à faire des prototypes, commercialiser tout ça. Et donc du coup j'ai aidé à structurer tout ça et il me manquait la partie commerce. Et je sentais que dans mes études de bureau d'études, j'avais plus le lien avec les autres. Les personnes dans mes études, ils étaient très derrière leur ordi, ils étaient très bons dans ce qu'ils faisaient, mais ils avaient l'interaction avec les personnes, c'était pas du tout leur truc. Et moi, je sentais que j'avais ça, et j'étais moins bon au niveau make-up, parce que moi, comme je t'ai dit, l'abstrait, c'est pas... Ouais. Moi, il me faut du concret. Et donc, du coup, en commerce, ça matchait mieux. Donc, j'ai basculé en licence pro, achat. Donc, du coup, en licence pro, je faisais en même temps ce projet que j'avais avec ma mère, et en même temps, je découvrais le métier d'acheteur, parce que j'aimais ça, la relation avec les fournisseurs, le sourcing, la curiosité, tout ça. J'ai toujours été curieux, donc... j'adorais ça. Et ensuite en master, j'étais en alternance dans une boîte aéronautique avec qui je suis parti à l'étranger, mais ça on va expliquer comment c'est venu. Et donc c'est à ce moment-là du master un peu où j'ai découvert, où je sortais du chaos et je me suis dit mec, tout est possible. Au moment où je suis rentré au master, pour moi c'était... Enfin, j'ai eu un passé assez compliqué, donc je me suis dit mec, t'es arrivé en master. Pour te dire, il y a le chef de l'établissement qui m'a appelé et qui m'a dit t'as postulé pour le master? Je dis oui. Il me dit ouais, t'es disponible à la rentrée? Je dis oui. Et là il raccroche, il dit ok. Et là il raccroche, j'ai pas dormi de la nuit, j'appelle ma mère, je lui dis putain, ça se trouve j'ai merdé dans ma présentation, Et au final après je l'appelle le lendemain première heure et il me dit mais en fait t'es pris. Et là mec, j'ai fondu en larmes alors que c'est juste un master. Ouais. Et pour moi c'était pas un accomplissement, mais je me suis dit c'est encore une preuve comme quoi j'arrive et avec ce type de master tu peux faire de grandes choses aussi. À la fin du master, ils m'ont proposé de rester. Je leur ai dit ok, mais moi je veux partir à l'étranger, pas juste par culot.
savais pas du tout parler anglais, mec. Et donc du coup, après ils me font, tu parles anglais? Je dis oui. Et pas du tout. Et donc là, je passe les entretiens, mec. Et donc après ils me disent ouais, on a soit l'Angleterre, soit le Texas, ou soit la Floride. Je fais en vrai, je suis allé en Floride parce que c'était la Floride, mais aussi parce que j'ai bien matché avec le responsable. Et donc du coup, j'ai eu un super bon échange avec lui. Et c'était vraiment un mec en or qui m'a... Enfin, dans cette boîte, il y a beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup apporté. Et donc du coup, quand je suis arrivé là-bas, pas un mot d'anglais, c'était très compliqué. Mais je me suis dit, mec, t'es arrivé à l'étranger en fait. Et c'était vraiment un objectif de vie. Et je me suis dit, t'as 23 ans, t'as une thèse, un master, t'es à l'étranger, t'es bien financièrement parce que j'avais commencé à investir et tout ça. C'est quoi les prochaines étapes? Et donc j'étais un petit peu dans un mode... je me sentais mal et en fait je me satisfaisais pas de ce que j'avais. Ok. Et donc du coup, c'est pour ça que tu te sentais mal. je me sentais trop mal parce que je me suis dit, c'est quoi la prochaine étape? Et j'étais tout le temps dans la prochaine étape, et je vivais jamais le moment présent. Et j'ai eu un moment de solitude en me disant, c'est quoi la prochaine étape? Et ma mère, elle m'a appelé et elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, il faut vivre dans le moment présent. Et je me suis dit, quel moyen je peux faire? Et donc en fait, j'étais tombé sur une de tes vidéos comme ça où tu parlais du chaos et en même temps, à un moment, tu parlais du moment présent. Je sais plus trop. Et j'ai fait, je te connaissais un petit peu avant, et donc du coup je me suis dit je vais rejoindre le RC et on va voir comment ça se passe. Et là j'ai rejoint le RC et j'ai rencontré des mecs, enfin j'ai rarement rencontré un groupe qui te pousse autant vers le haut, et donc ça faisait du bien d'avoir ça. Et je me suis dit ok, le but de ce RC c'est de faire un check, parce que tu disais que quand tu rejoins, tu as une routine et tu arrives à faire un petit peu l'état de ta vie et tu comprends beaucoup de choses. Et donc du coup, il y a plein de choses. Il y a une vidéo qui m'a assez marqué. C'est l'œuf. L'oignon. C'est pas l'œuf? C'est avec les couches là? Non. C'est l'œuf. Ah, comment ça s'appelle? Ouais, Putain. egg, ouais. Ah ouais, cette vidéo, elle m'a tellement marqué. Mais il y a plein de choses qui m'ont énormément marqué. Avec les RC. mecs qui se disent c'est quoi ce truc, ça? Ouais, c'est programme ça. de cuisine et C'est tout. ça. C'est l'œuf? Non, c'est l'oignon, mec. La carotte. C'est non. Et donc du coup, ouais, c'est marrant parce que d'habitude c'est l'oignon, mec, qui marque les gens. Ah ouais? Ouais, tout le monde me dit l'oignon et tout, c'est un mindfuck. Mais toi, c'était quoi? C'était C'était le poivron, toi, non? Moi, c'était la carotte. Non, en vrai, l'oignon, moi aussi, m'a plus marqué. L'oignon? Ouais. Ok, mec. Non, mais j'avais déjà une maturité qui faisait en sorte que je savais qu'il fallait éplucher l'oignon. mais sans te faire pleurer, en fait. Ils ont des codes, sans te faire pleurer. Okay. Bon, vas-y, excuse. Du coup, t'avais vu cette vidéo sur l'œuf? Ouais, l'œuf qui m'a vachement marqué. Ouais, je sais pas, Pas obligé d'expliquer, mec. Ça laisse un peu de mystère, comme ça, les mecs, ils ont envie de savoir ce que c'est. Incroyable. Il y a rien dans la description. Venez juste pour l'œuf. Et après, vous voir. Non, je déconne. Et donc, du coup, tu rentrais dans un reboot camp où il y avait. On t'explique que t'as des routines, tu rejoins un groupe de gars. Et il y avait une énergie, il y a des gens. Bah, tu montreras dans certaines vidéos, mais il y a des gens, ils sont confiés à 100% et en full transparence. Et ça, c'était fou. Parce que tu pouvais parler de tout et de rien avec ce type de personnes, alors que tu les connaissais même pas. C'était virtuel. Quand des gens me demandaient qu'est-ce que c'était compliqué pour moi de dire, mec, je suis avec des gars incroyables qui me surpassent, et les gens, ils me prenaient pour enfin, pas un fou, mais tu sais, ils se disaient, mais comment c'est possible à distance d'être comme ça, en fait. Et donc après, sur cette première édition où j'ai participé, il n'y avait pas le gars en Floride, JB. D'accord. Jean-Baptiste, c'était l'édition après où tu m'as demandé, je crois, de venir pour aider un groupe. Ou alors sur la 2024. Du coup, JB Jean-Baptiste Denet. Ouais. Le grand qui est en Floride. Parce que j'ai un autre Jean-Baptiste qui maintenant est en Australie. Non, c'est lui. C'est parce qu'à un moment, il y avait des personnes un petit peu plus âgées, et donc tu m'as dit, est-ce que tu peux rejoindre ce groupe pour oui, je me souviens. Donc et ça, c'était sur la Delta, il me semble, c'était en septembre. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, en mai, donc sur ta première édition, toi, t'étais le seul sur le continent américain? Ou t'étais avec des Canadiens, non? T'étais pas avec des Québécois? Si, même j'ai fait le dernier purgatoire avec eux. Je suis parti à Montréal les rejoindre. On a fait le dernier purgatoire tous ensemble, mec. C'était incroyable. C'était incroyable. Et donc, attends, Floride, Montréal, c'est un vol de combien de temps?
Je sais pas, c'est pas long et c'est pas cher. Ok. Et en fait, t'as des vols directs en fait. Ok. En fait, Montréal, c'est super bien desservi. Ok. Et donc, du coup, le vol, il est pas très long, je me souviens plus trop. D'accord. Mais c'était top. Et puis, dans tous les cas, je devais visiter d'autres amis et ça tombait bien parce que je voulais visiter Montréal. Et d'ailleurs, potentiellement, je repars dans 6 mois vivre, donc je sais pas trop. Ok. Bref, il y a Ok. plein de trucs qui se passent. Mais donc, du coup, oui, tu rencontres des gens incroyables. T'as des exercices, en fait, où je me suis dit, je me mets à 100% dans les exercices où tu essaies à construire un petit peu un plan de ta vie sur savoir ce que tu veux, ton passé, ton présent, ton futur. Et donc, du coup, ça m'a grave aidé pour vivre, pour me rendre compte du moment présent et ce que j'avais atteint à 23 ans, en fait. Ouais. Je me dis, il y a très peu de gens qui ont fait ça et je sais pas bon comparé aux autres, mais je me suis dit, c'est quand même pas mal. Ouais, gratitude, Et mec. c'est ça, gratitude, et c'est super important parce que en fait, quand tu viens du plus, enfin, je dis pas que je viens du plus bas, mais je venais d'une situation assez compliquée et donc du coup monter aussi vite, t'as pas de palier. À mon avis, c'est comme les gens qui gagnent le loto, comme ça, ils sont. Enfin, je parle pas niveau finance, mais parce que j'ai eu une ascension sur plusieurs trucs. Mais si tu gagnes au loto, je pense qu'il y en a plein qui pètent un plomb. Ouais, mais souvent, il pète un plomb. Parce Ouais. que toutes les nouvelles opportunités et ta nouvelle vie, quelque part, c'est du chaos, tu vois. Tu sais pas exactement quoi faire de tout ça. Et pour te sentir bien après ça, il faut continuer à monter. En fait, moi, je me disais souvent ça. Je me disais, si je préférerais, si je devais m'acheter une voiture, parce que là, pour l'instant, ça me sert à rien d'avoir une voiture, tu vois, je prends les transports en commun. Mais si je devais m'en acheter une, j'achèterais pas dès le début la caisse de mes rêves. J'achèterais une petite voiture genre à 2000 balles. Et 2 ans plus tard, j'achèterais une voiture à 4000, ensuite à 8000, histoire de vraiment vivre un peu, tu sais, le bonheur de, ok, je suis passé de 2000 à 4000, de 4000 à 8000. Si t'achètes une méga voiture dès le début, ensuite, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais pour à nouveau avoir l'impression de t'élever? T'es déjà en haut, en fait. Donc, tu peux que descendre. Enfin, quelque part, c'est beaucoup plus facile de descendre que de remonter. C'est ça. Et je pense que... Et Ouais, non, mais- t'as tout le temps cette peur de redescendre, en fait. Mhm. C'est-à-dire que quand t'arrives à un seuil, tu te dis, c'est quoi la prochaine étape? Sinon, j'ai peur de redescendre. Mhm. Et si tu stagnes, tu redescends tout le temps. Ouais. Et à mon avis, et c'est autour des. Et au final, j'ai compris que je m'étais concentré sur ma vie professionnelle et que t'as différents piliers dans la vie, relationnel et tout ça. J'ai eu des moments très compliqués avec mon ancienne copine. On a échangé au téléphone là-dessus et il y a un exercice dans le Reboot Camp qui m'a super aidé, sauf que je l'ai fait à 100% et j'ai pris. Bref, je l'ai fait sans réfléchir à une partie en fait. Et donc du coup, il y a des choses où je me suis mis à 100% dans le Reboot Camp. Et donc je me suis pas priorisé sur mes amis, je me suis pas priorisé sur ma famille. J'ai vraiment consacré ma vie sur la partie professionnelle. Et donc ce Reboot Camp, en fait, ça m'a ouvert les yeux sur le monde, c'est-à-dire l'environnement qui m'entoure, que ça soit amical, amoureux, la famille et même juste le bien-être tous les jours. C'est-à-dire que se lever, moi par exemple la routine, je l'ai pas arrêtée, j'ai enlevé quelques trucs, mais je l'ai gardé parce que ça me permet d'avoir un cap et de me dire ok, de me rassurer. Ouais, mais mec, j'ai tellement besoin de ça moi aussi. Je vais te faire une petite confidence. Hier soir, comme je vous racontais à vous deux, je me suis couché très tard parce que avec le lancement du reboot, j'ai beaucoup de trucs en tête. J'ai envie de faire les choses parfaitement parce que je sais que c'est important, tu vois, pour beaucoup de gens qui vont commencer cette année. Et j'avais du travail. Et en fait, au bout d'un moment, tu vois, c'est un peu, je vais pas dire en mode burn-out, tu vois, mais tu sais que tu as un million de trucs à faire. Tu arrives sur la fin de ta journée, tu vois que tu n'as pas réussi à faire tout ce que tu voulais faire. Et quand ça fait 4-5 jours, une semaine que c'est ça, au bout d'un moment, tu commences à être un peu nerveux. Et hier soir, on a commencé à faire du rangement avec ma meuf parce que l'appart était un petit peu en bordel. Et on a eu une semaine, les deux, qui était très intense professionnellement. Et du coup, on a commencé à ranger et gentiment, tu commences à te sentir mieux. Tu sais, quand tu ranges, tu remets de l'ordre et tout, ça fait du bien. Et on termine de ranger, je me sens mieux. Et là, je me dis, putain, je me sens pas encore complètement bien, tu vois. Donc, je vais me raser. Tu vois, un truc trop con, mais je vois que je m'étais pas vraiment rasé dernièrement, tu vois, parce que j'étais tout le temps en train de travailler. Donc, je commence à me raser et je tourne la tête. Je vois ma copine, elle est couchée sur le lit et elle me regarde. J'éteins la tondeuse et elle me dit, viens me rejoindre, tu vois. Et du coup, je fais, ok, je termine et j'arrive. Et alors, je termine, je me couche avec elle. Et ça faisait, je pense, une semaine qu'on n'avait pas vraiment profité vraiment juste du moment ensemble. Et en fait, elle m'a attiré là-dedans. Et j'ai pris conscience, juste on a fait un câlin. Tu vois, elle s'est posée juste ici. Et
elle mettait des musiques. Elle avait son téléphone, elle avait une playlist, et elle me faisait écouter, elle me disait, ok, maintenant on va faire un câlin sur cette musique. Tu sais, elle mettait comme ça, ouais, quoi. Et j'étais pas en train de méditer volontairement, mais c'était un état un peu quasi méditatif, et où j'ai pris conscience du fait que, en réalité, si je poussais dans ce domaine professionnel, c'est parce qu'au final, j'ai envie de me sentir bien. C'est ça le but, tu vois, de donner un sens à ma vie et de de créer un truc qui a du sens. Mais en mettant toute mon énergie dans le domaine professionnel, je créais des frustrations et au final, je me sentais pas bien. Et en fait, j'avais un peu délaissé quelque part ma relation depuis une semaine pour pouvoir me focus sur le travail. Mais en réalité, je savais dans un coin de ma tête que je délaissais ma relation et ça me faisait du mal. Si tu veux pas, je me disais, en fait, c'est nul, en fait, tu profites pas de temps avec ta meuf. Tu sais, des fois, quand tu parles pas beaucoup, tu maintiens pas la relation avec ta copine, tu sens que tu perds un peu contact et tout, et c'est pas ouf cette sensation. Ouais. Et là, en fait, tu vois, on se fait ce câlin, et je suis en train de réaliser que putain, en fait, là, je suis en train, entre guillemets, de travailler sur ma relation et ça fait du bien. Et le fait de sentir que je reconnecte avec elle, ça me fait me sentir bien au fond de moi. Ce que j'étais en train de chercher en essayant de travailler plus et de me buter plus au travail. Et là, elle me dit un truc. Et j'ai trouvé la phrase, je sais pas si ça a déjà été dit dans un film, mais je me dis c'est une citation qui marche très bien en anglais, mais en français ça marche moins bien. Elle me dit when working doesn't work, donc quand travailler ne fonctionne pas. Et c'est marrant parce qu'en anglais c'est working deux fois, donc elle m'a dit when working doesn't work, not working becomes work. Donc en gros quand travailler ne fonctionne pas, ne pas travailler devient le travail, tu vois. En fait, je suis là, mec, tu sais, j'étais un peu en train de bader et ma meuf qui me sort ça, et elle me sort jamais. Enfin, c'est pas un genre c'est pas une prophète ou une oracle qui sort des trucs comme ça, tu vois, mais elle me sort ça. Et je suis là, pouf, mais j'ai eu ce truc-là, du coup, de me rendre compte que des fois, réaliser en fait que ta vie, elle est composée de plein de domaines différents et que t'obstiner sur un truc, c'est pas forcément la meilleure solution parce qu'en fait, t'as besoin d'un équilibre, tu vois, toujours. Je te laisse partir là-dessus, mais c'était très frais en moi et j'avais envie de le partager maintenant. C'est ça, quand tu te consacres sur un seul pilier à fond, je pense que c'est bien sur du court terme, mais il faut pas délaisser les autres piliers parce que tout s'écroule sinon. Et du coup, j'avais délaissé pas mal de choses et je me suis vraiment rendu compte de ça. Il y a beaucoup de gens qui avaient délaissé un petit peu la partie pro dans le reboot camp et du coup qui sont focalisés sur ça, donc ça leur a fait du bien. Mais moi, c'était plus la vie perso et la vie d'être dans l'instant présent et tout ça. Et là, je reviens de 30 jours de marche, j'ai fait 800 km et j'ai eu des moments de plénitude. J'avais beaucoup de questions parce qu'il s'est passé des choses entre temps après le reboot camp et tout ça. En gros, pour expliquer simplement, après le reboot camp, j'étais dans une mentalité où j'étais qu'avec des gens qui voulaient exceller. Et donc du coup, dès que je suis sorti moi de cet univers-là, et ben pour moi tout le monde voulait exceller. Et donc en fait, je suis arrivé dans le vrai monde où il y a des gens en fait qui ont soit peur, soit qui sont bien dans le confort et qui veulent pas changer. Donc du coup, chaque fois, je voulais aider les gens à exceller partout. Et au final, ça s'est retourné un petit peu contre moi parce que même dans mon job, j'étais dans une très grosse boîte, donc du coup, qui roulait un paquebot, quoi. Et donc du coup, si t'essayes à trop vite de faire des changements, tu te fais vite des ennemis parce qu'il y en a, ils sont juste là pour le confort et ils consacrent pas forcément leur vie au travail. Et donc du coup, après, je suis revenu dans un mode où je me suis reconsacré sur full travail parce que je m'étais consacré sur autre chose. Et au final, le contrat s'est arrêté pour des raisons personnelles avec les personnes de l'entreprise. Et j'ai senti un vide et je me suis dit ok, bon, c'est bien de se consacrer sur la vie pro, mais en même temps, faut pas oublier les différents piliers. Et donc, en fait, quand je suis parti aller marcher pour faire un petit check et pour faire mon reboot camp personnel, mon check-in, j'ai eu plein de questions où j'ai eu des moments où j'étais en angoisse parce que j'avais des questions que je rejetais. Tu sais, c'est comme ce que tu disais quand tu reçois par exemple un avis d'impôt, que tu t'ouvres pas la lettre, ça cumule. D'ailleurs, j'ai un truc avec la CAF actuellement. Et donc du coup, j'avais des questions et pour moi, j'ai deux moyens de sortir ça, soit en faisant du sport, soit en me défoulant d'une autre manière. Et donc du coup, là, j'étais obligé de me focaliser sur ça. J'avais aucun moyen de faire du sport. J'avais aucun moyen de me distraire. Enfin, parce que le téléphone, je coupais souvent. Explique un petit peu mieux dans quel contexte t'es parti marcher. Genre, t'es parti de où jusqu'à où? Alors, je suis parti de la frontière française, Saint-Jean-Pied-de-Port, à le bout de la terre, on appelle ça, le Finistère. Donc en fait, c'est tu traces la courbe de l'Espagne. En fait, tu longes pas le haut, mais un petit peu le désert. Tu passes par Burgos, Léon,
Et ensuite, après, tu vas jusqu'à Saint-Jacques. Et en fait, tu as différentes étapes. Tu as des étapes dans la montagne, tu as des étapes dans la forêt, tu as des étapes dans le désert. Il y a 300 km où tu es fou dans le désert, il n'y a personne, tu es au bord de la route. Enfin, tu vois. Donc, ça te reconcentre sur toi-même et ça reconcentre sur l'essentiel. C'est quoi ce chemin? C'est un chemin. De base, c'est un chemin religieux, mais après, tout le monde peut faire Maintenant, c'est devenu un petit peu plus commercial parce qu'en fait, c'est mes grands-parents qui l'avaient fait, ils m'en avaient parlé. Je me suis dit, mec, c'est le moment de faire ça parce que je voulais faire ça et je me suis dit, ça tombe bien. Là, j'ai pas de deadline ou comme ça. Malgré que j'ai eu une deadline finalement, mais donc du coup ça correspondait à mes attentes niveau temps. Et donc du coup tu pars avec ton sac à dos, tu prends de base tu prends le poids de tes péchés et tu te délestes au fur et à mesure. Donc c'est une image, mais en même temps c'est dans la vraie vie. Tu te délestes de ce qui te sert à rien. Genre les au cas où. Okay. Et donc en fait après tu marches, tout le monde est dans sa peine et ça m'a vraiment marqué. La vie en fait, tout le monde a ses avantages et ses inconvénients, tout le monde a ses forces et ses faiblesses. C'est-à-dire que il y a plein de personnes, ils mettaient exactement les mêmes produits que moi pour les pieds par exemple, tu vois. Moi j'avais 0 ampoule, il y en a, c'était horrible, genre les mecs ils arrivaient quasiment plus à marcher au bout de 10 jours. Et au final c'est tout le monde doit faire avec leurs forces, tout le monde doit faire avec leurs faiblesses. Et donc au final, personne peut se plaindre parce que t'es juste toi-même. C'est-à-dire que si t'arrêtes c'est à peu près comme dans la vie. Si tu t'arrêtes, il y a quand même des gens qui avancent. Donc c'est à toi de gérer. Si tu te dis ok et écouter ton corps. Et au final, parce que tu fais presque 30 km par jour. J'ai fait 1 500 000 pas en 30 jours en fait. Et donc du coup mec c'est là le podcast 10 000 pas ça fait 100 épisodes de 10 000 pas 100 épisodes de 10 000 pas je veux dire et surtout j'avais pas pris d'écouteurs parce que moi la musique ça me tourne, ça contrôle mes émotions d'une violence. T'as bien fait, c'est fou. T'as bien fait parce que ça dirige aussi ton attention vers les paroles et du coup t'as pas le dialogue interne qui vient. Et quand t'es mal, t'écoutes tout, je sais pas toi, mais quand je suis heureux j'écoute de la musique de fou. Et quand je suis mal, j'écoute de la musique triste. Et donc, du coup, ça m'enfonce. Ma copine fait ça aussi. Je comprends pas les gens qui font ça. C'est horrible. Du coup, ça m'enfonce. Ouais, justement. C'est pas logique. Horrible, oui, je sais pas. Mais après, peut-être, elle, ce qu'elle me dit, c'est que c'est une manière pour elle de vivre l'émotion. Et ensuite, ça la permet de ensuite aller mieux, tu vois, parce que ça t'encourage vraiment tu sais, c'est comme si, j'allais sortir vraiment un exemple de merde, mais comme si t'as vraiment besoin de te branler, autant vraiment genre trouver une bête de meuf, tu vois, et vraiment faire le truc à 100%. Après l'émotion elle est plus là et tu te sens clair dans ta tête, tu vois. C'est peut-être. C'est pas le meilleur. C'était le meilleur exemple. Arrête. Je veux cet extrait au podcast. Putain, j'avais un exemple là, tu vois. Ça doit stabiliser, mec. Ouais, mais bref, et donc du coup, et moi en fait, le seul moyen que je relâche cette pression, c'est en faisant du sport. C'est en soulevant des poids, pas des meufs. Et donc du coup, et donc du coup, le seul moyen que je trouvais des réponses, c'était le seul moyen que j'arrivais à me concentrer sur moi-même et trouver des réponses à mes questions. Et ben au final chaque fois tu te délaisses et ton cerveau il se dit ok je me concentre pas sur ça, et au final quand tu réponds à ces questions t'as un moment où tu dois le sortir. Excuse-moi mec. T'inquiète. Non mais mec, frère, ça fait 3 heures que je suis sur mon podcast, là j'en peux plus, j'ai envie de mourir. Non mais je vais réussir à me concentrer. Excuse-moi mec. Il y a juste une question que je me posais par rapport à avant. Ouais. Quand tu dis que tu te délestes que tu dis que tu te délestes en chemin. Ce que tu veux dire, c'est genre que t'as des trucs dans ton sac et t'as des trucs dans ton sac et tu vides des trucs dans ton sac pendant que tu marches. Il y a certaines personnes qui renvoient ça chez eux ou comme ça. Tu sais, par exemple, si je sais pas, tu prends 6 caleçons et au final t'en as besoin que 3, tu sais. Ouais, mais tu laisses pas tes caleçons sur. Il y en a qui le laissent. Il y en a qui le laissent. En fait, l'idée c'est que t'as moins de trucs dans ton sac à l'arrivée qu'au départ. C'est ça, et puis d'un, c'est l'avantage du coup parce que tu te délaisses, donc du coup tu peux mieux marcher, et de deux, parce que il y a une phrase dans le chemin. En fait, moi j'avais acheté un couteau qui me tenait grave à cœur et je l'ai perdu au début du chemin. Et il y a une vieille qui m'a dit faut toujours perdre quelque chose sur le chemin. Et donc du coup j'ai perdu ça sur le chemin. C'est trop beau en plus, mec. Je suis désolé, je casse le moment, mais genre je vois un peu l'état d'esprit dans lequel t'es. Quand tu fais 30 km par jour, t'es tout seul, t'as pas de musique, donc t'es en train
En fait, t'es réceptif à une nouvelle idée. Ouais. Et t'as une petite vieille qui te dit ça, mec, c'est l'oracle, mec. Ouais. Mais le problème de ça, c'est que du coup, tu marches, tu réponds à des questions qui sont difficiles, et au final, t'as plein d'idées qui viennent, et t'essaies à répondre à toutes ces idées. Et quand t'arrives pas à trouver la réponse, ou que la réponse est trop dure, mais tu veux qu'on fasse une pause? Je me déteste. On peut faire une pause. Ouais, on fait une... 3, 2, 1. Merci Dolan. Le chemin, ça te permet d'être vraiment dans le moment présent et de plus penser. Et j'ai eu des moments de plénitude quand je marchais en montagne ou comme ça, où pendant une heure maximum, j'étais vraiment dans le vide, dans mes pensées, et que je me consacrais juste au moment présent. Et ça, c'était vachement bien. C'est ce que tu veux dire. J'avais pas forcément de pensée, et j'étais vraiment genre, actuellement, je suis là, et je suis bien là. J'avais plus de problème à me dire comment ça se passait dans le futur, comment ça s'est passé dans le passé. Et au contraire, j'ai des moments où il y a des moments marquants qui remontent à la surface, et tu te dis pourquoi j'ai pas fonctionné comme ça au moment où ça s'est passé. Et au final, tu restes bloqué. Et j'ai eu pas mal d'insomnie, pas mal de choses où je trouvais pas forcément de réponse. Et ça, à mon avis, si ça bloque trop longtemps, même après un mois de marche, je pense que tu dois aller voir quelqu'un ou tu dois échanger avec quelqu'un. Ouais, c'est vrai qu'en tant que mec, c'est souvent compliqué parce qu'au final, on sait pas trop à qui se confier. Même nos potes, tu vois, tu peux parler avec les gens, mais en tant que mec, t'as toujours ce blocage. Tu te dis, je peux pas forcément me confier parce que les personnes vont se sentir inférieures. Et ça, c'est bien parce que du coup, au Rebootcamp, tu peux vraiment dire tout ce que t'as sur le cœur et personne va te juger. Et on est tous dans la même merde, donc ça, c'est super cool. Et c'est grâce à ça, enfin, t'as des connexions de fou et tu peux échanger avec plein de gens sur des problèmes que t'as dans la vie, comme certaines personnes ont fait sur des sujets très, très délicats. Et donc le chemin, ça t'apporte de la plénitude, ça te permet de te surpasser, de te dire mec, j'ai fait 800 km, parce que les 100 premiers kilomètres, c'était l'enfer. Les 100 premiers c'était vraiment très compliqué. Tu marches 30 km, des fois il pleut, le sac il est lourd. Tu vois, au début c'est inconfortable, je pense que c'est comme à l'armée. Parce que je parlais avec mon cousin, enfin j'ai pas mal de personnes dans l'armée dans ma famille, et je disais vraiment j'ai l'impression que c'est un service, t'es juste tout seul et il n'y a pas d'instructeur qui te botte le cul. Et donc du coup c'est à toi de te lever, et c'est comme dans la vie, si t'avances pas, personne va t'aider à avancer en fait. Donc en fait, soit t'avances et ensuite il faut écouter ton corps et tout ça et ton esprit, mais au final t'avances à ton rythme et t'es obligé d'accepter les douleurs et t'es obligé d'accepter les pensées qui viennent à toi. Après, il y a certaines personnes qui font, par exemple, dès qu'ils en ont marre, ils vont prendre le bus, ils ont un transporteur, t'as des transporteurs qui transportent tes sacs, et il y a des gens qui mettent avec des écouteurs et tout ça, mais ça perd un petit peu de son charme. Ouais. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'au début, il n'y avait pas forcément le lien avec l'argent, c'est-à-dire que les personnes, ils t'accueillaient, ils te donnaient à manger, ils demandaient rien en retour. Tu sais, des personnes dans la campagne comme ça. Ah ouais. Et puis, plus t'avançais sur le chemin, plus tu voyais que les gens étaient là par intérêt et que t'étais juste un chiffre et que il y avait, en fait, il y a tellement de gens qui font ce chemin que, surtout à la fin, parce qu'en fait, en Espagne, je crois que les 100 derniers kilomètres, si tu le fais, et ben, t'as un certificat et tu peux avoir des aides de l'État où tu peux mettre ça et en gros, c'est considéré comme un diplôme. Et donc, du coup, t'en as plein qui viennent juste faire ça et qui s'en foutent qui ont aucun respect, qui sont sales et tout ça. Et donc, du coup, t'as plein de gens qui t'accueillent de base, qu'ils ont un bon fond, et puis après, ils ont des mauvais retours. Et je pense que c'est ce que je discutais, parce que je faisais pas mal de vocaux dans le groupe communauté RC, et je disais un petit peu mes pensées. À un moment, je dis putain, les derniers 100 km, j'étais aigri. Donc du coup, toutes les personnes qui venaient vers moi, même avec un bon esprit, j'essayais d'avoir un bon esprit, mais j'étais quand même aigri. Donc au final, ces personnes, je les rendais aigries. Et donc du coup, au fur et à mesure, au final, tu crées un environnement aigri. Et donc alors que quand tu as un environnement sain, même si tu es un petit peu aigri, tu arrives quand même à récupérer en fait du bien-être. Et vraiment, D'accord. je pense que l'énergie entre les personnes, on sous-estime beaucoup l'énergie que tu as quand tu discutes avec les personnes et tout ça. Même quand tu as une personne à côté de toi. Par exemple, je voyais, parce qu'il y avait différentes personnes de différentes
ethnies différentes, religions, nationalités. Donc du coup, ils venaient, ils se connectaient. Par exemple, les Coréens qui se connectaient avec les Espagnols, c'était à mourir de rire, quoi. Tu vois, les Espagnols, ils arrivaient, ils serraient dans les bras et tout ça. Et là-bas, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Tu sais. Bien sûr. Et donc t'as des décalages. Par exemple, le mec à un moment, il avait éteint la plaque parce qu'il avait fait couler de l'eau. Donc du coup, la plaque s'était éteinte par sécurité. Il était désolé que la plaque s'était arrêtée. Enfin, il était à deux doigts de se pardonner. J'étais en mode mec, ça va, c'est juste une plaque qui s'est éteinte. Mais donc du coup, tu vois les différents modes de fonctionnement et c'est ça qui fait la magie du truc. Et au final, ça te fait un résumé de la vie qui est vachement cool. Donc ça, c'est vraiment stylé comme expérience. Je me dis que j'aimerais bien organiser ça pour les mecs de la communauté l'année prochaine dans le Reboot Camp en 2025. Un mois. C'est peut-être un peu long, mais on pourrait faire une version un peu plus courte. Tu vois, il y a des... Ou sinon, tu fais un week-end ou 3 ou 4 jours en montagne, dans un gîte. Moi, souvent, je fais ça. Quand j'ai besoin de me concentrer et j'ai une réponse à trouver, je t'avais raconté, j'étais parti dans un monastère. Bon, ça, c'est l'extrême. Tu pars dans un monastère, il n'y a pas de bruit, t'as pas de téléphone, tu pars... Mais sinon, tu peux faire ça, tu loues un truc c'est ce que je t'ai recommandé, Nolan, hier. Tu loues un gîte en montagne. Et mec, t'as aucune co et pendant 3-4 jours, t'es seul avec toi, tu pars marcher en montagne et tu te reconnectes grave. Et je pense avec des personnes, c'est encore mieux. Parce que du coup, tu peux grave échanger et grave créer de liens. Parce que le truc que tu voulais faire à Barcelone... Ouais. Non, ça c'est plus... ouais, pour tu vois, fêter un peu la fin. Fête, exact. C'est plus... Ça, c'est... Mais on veut faire des événements... Moi, l'idée des événements que j'avais, c'était je voulais bien faire une retraite en Thaïlande. En mode, moi j'y vais pendant un mois. Et ensuite, vous venez pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines ou même un mois si vous voulez. Et moi, je m'occupe de faire une pré-réservation du truc pour qu'il y ait assez de place pour faire de la boxe thaï tous les jours. Autre idée d'événement, c'est de louer genre un Airbnb avec genre 6 chambres ou 6 lits dans un dortoir dans une ville. Genre ça peut être Budapest, ça peut être n'importe quelle ville d'Europe. Et on se retrouve pendant 1 semaine pour tous travailler. Tu sais, juste faire pendant 1 semaine, tu te retrouves avec d'autres entrepreneurs et puis on avance sur nos projets. Ou même des mecs qui ont un job mais qui travaillent en remote. L'autre truc, c'était évidemment la rencontre à Barcelone où c'est plus festif. Et je me dis qu'on pourrait faire un truc qui est plus une marche. Tu vois, la marche, je pense, ça fait il y a un côté... Ouais, c'est différent, tu vois. Et je pense que ça peut être une expérience aussi qui peut être intéressante. On va en parler en tout cas avec Valentin, mais tu me donnes une très bonne idée, mec. Je peux te relancer sur un autre sujet qu'on avait un peu abordé avant. Vas-y. Parce que, Hugo, régulièrement, tu sors du lot de par un style très travaillé, tu t'habilles très bien. Et ce que tu m'as dit, du coup, tu peux raconter une histoire parce que dans le Reboot Camp, on a un module sur l'apparence dans lequel on expliquait que bien s'habiller, c'est pas forcément s'habiller classe, c'est savoir s'habiller en fonction de la situation. Être un caméléon. Être une espèce de caméléon. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire, la petite aventure que tu as avec... Alors, je sais pas, en fait, c'est surtout la manière dont tu l'as dit, tu vois, qui était drôle. Ouais. Mais, je vais essayer à mettre la forme parce que ça peut être sûrement mal pris. En fait, il y a eu parce que je parlais de 2 anecdotes là, pendant qu'on était en train de manger. Il y a une anecdote à l'aéroport où j'avais un sac trop grand. Pour rentrer, de base je dois payer et là j'étais bien sapé. Je pense que ça jouait à mon attitude de parler, d'échanger, le sourire que j'avais, les habits, ça a peut-être aidé à ce qu'ils me fassent pas payer. C'est pas, je pense pas que ça soit 100% ça, mais en tout cas ça aide lors des interactions. Et au contraire, j'ai une autre anecdote où quand j'étais sur le chemin, du coup j'ai habillé en pèlerin, j'avais pas la barbe rasée, j'avais les cheveux en pétard, truc machin, et j'avais des vêtements, je sortais d'une pluie, bref, je ressemblais à rien. Et donc du coup je marchais et là je rencontre 3 gars. Et en fait c'était des mecs qui faisaient le tour, c'était des SDF qui faisaient le tour de l'Espagne et tout ça, et ils venaient du Portugal et tout ça, et on s'arrête, on commence à parler anglais et tout ça parce qu'ils savaient pas parler, et donc à un moment je fais mais vous êtes français, et là du coup il y a l'interaction, et je pense que tu vois l'environnement et la façon dont j'étais physiquement et même dans le moment présent, ça a grave aidé, parce que à mon avis en costard ils m'auraient pas adressé la parole, tu vois. Et même non, je sais pas si moi je m'en fous, mais tu vois ça crée ça fait une distance. Ça crée une distance. Ouais. J'ai mieux formulé parce que tu l'as très bien fait. J'ai été trash aujourd'hui. T'as slidé sur la ligne du politiquement correct comme ça, c'était magistral. Mec. Incroyable. Et donc du coup ça m'aide beaucoup de bien m'habiller. Au contraire, ça cause des problèmes certaines fois quand je vais. Moi c'est ce qui me gêne en France, parce que du coup j'ai envie de plaire. J'ai pas envie de plaire à tout le monde, mais j'ai envie que tu vois d'être juste bien avec tout le monde, comme tout le monde en fait. Mais en fait si tu t'habilles mal, ou si t'as un comportement mal, tu vas être casé dans un groupe. Et moi j'aime pas forcément être casé dans un groupe. Et donc du coup quand je m'habille bien, parce que moi j'aime bien être
être bien habillé et bien porté, parce que quand je traînais, par exemple, si je mets une chemise et que je vais te voir, et là, lorsque j'ai un podcast, là, j'hésitais à mettre la cravate, parce que je porte beaucoup de cravates, moi j'adore porter la cravate, mais je me suis dit, ça fait trop sérieux, tu vois. Et donc après, je me suis dit quand même, par respect, quand je traîne avec des personnes, par respect, si je m'habille bien, je respecte l'autre. Et c'est pour ça que j'ai eu pas mal de notes au boulot, parce que de plus en plus, il y a plein de patrons qui mettent juste t-shirt et t-shirt basket. Et moi, je suis pas d'avis à mettre ça au boulot, parce que moi, je trouve que ça doit rester assez pro. On est en contact avec des fournisseurs, avec des clients. Et donc, du coup, moi, j'arrive tout le temps en costard au boulot. Et il y en a plein, ils me faisaient des réflexions, truc machin, parce que je venais en costard. Et donc, du coup, ça crée une distance avec ces personnes. Mais moi, ils comprennent pas que je fais ça parce que je les respecte et j'ai envie de. Enfin. Ouais, je comprends. Cette notion de respect, elle est évidente pour moi dans le cadre dans une relation de couple. Quand tu apprends à connaître une meuf, les premières fois que tu viens en rendez-vous, bah, tu la places quelque part sur un piédestal parce qu'elle est très importante pour toi. Donc, tu vas être à ton top, tu vois, pour elle. Et donc, tu vas vraiment bien t'habiller. Et au fil de la relation, bah, tu mets moins d'efforts. Et quelque part, est-ce que ce serait pas parce que c'est moins important pour toi de lui offrir quelque chose de visuellement bon, et donc est-ce que ce serait pas aussi lié en fait au fait que peut-être tu la respectes quelque part un peu moins, tu vois, t'as moins envie de lui offrir une belle vue, tu vois, ou alors ouais. Après, peut-être que je fatigue, mec. Après, moi j'ai aussi du côté de moi où je me dis, et puis aussi après tu te branles et tout, il est reparti. Non, mais je réalise que je crois que je suis au stade où mes interventions deviennent de moins en moins pertinentes. Je vais être au montage, je vais regarder le podcast, je vais faire oh non, putain. Je crois qu'on va tout refaire. En fait, ça semblait cohérent. Vraiment, je trouvais ça pertinent. Merci Nolan. Super mec. Je vais rebondir sur quelque chose avant que j'oublie. Il y a aussi, moi, quand je m'habille bien, je me plais à moi-même et donc du coup, je peux entreprendre des actions qui me font plaisir. Par exemple, si je sais pas, j'ai l'impression d'être plus moi-même, de pouvoir je sais pas, par exemple, si tu bosses en pyjama, c'est pas la même chose que si tu bosses quand t'es bien habillé. Ouais. Et donc du coup, pour moi c'est ça. Genre si tu te sapes bien, et ben t'as de l'estime de toi-même, c'est ce qu'on apprend en même temps dans le bootcamp. Ouais, tu te comportes différemment. Et c'est complètement différent. Voilà. Est-ce qu'il y a encore un petit sujet que tu voulais aborder, ou est-ce qu'on va s'entraîner et taper des... Je crois qu'on va pas tarder à s'entraîner. Non, il y a petit god set là. T'as pas un petit god set sous le coude? Eh oui. Il y a 2 points où je vais revenir, c'est la notion de chaos et de confort, qu'il faut toujours allier les deux et comprendre la différence entre les deux, et comprendre que le chaos ça amène du progrès quand tu sais bien le gérer. Et en même temps, l'ouverture aux opportunités, c'est-à-dire que saisir toutes les opportunités, voir la vie comme un jeu. Et c'est bête, mais par exemple, là, le podcast qu'on est en train d'enregistrer, parce qu'il y a eu des opportunités, des ouvertures qu'on a vues et des échanges qu'on a eus, que ce soit sur la partie finance ou comme ça, et au final, ça a mené à ça. Et au final... je suis pas revenu dessus, mais c'est vrai, hein, si tu veux, on peut parler de ça. Du fait, t'as accompagné quand même pas mal de membres au niveau de l'éducation financière, vu que toi, t'as certaines connaissances dans le milieu. On a beaucoup échangé, toi et moi. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ouf, tu vois, le fait que quand je te posais une question, parce que des fois, j'avais des doutes par rapport à certains points, et si tu savais pas, tu disais, ok, bah, je vais chercher. Et ensuite, tu allais chercher l'info, et tu revenais vers moi, et on pouvait creuser et s'enrichir mutuellement. Et tu as fait ça avec plein de membres. Et donc, bah, mec, j'en profite pour te remercier en live encore une fois. Merci. Mais à nouveau, je pense que ça marque très bien ton point. Tu as saisi des opportunités. Tu as vu, ok, il y a l'opportunité d'aller aider ces mecs. Et je pense que ça t'a permis de connecter avec plein de membres, du coup. Mais moi, ce que j'aime pas le retour sur ça, c'est que certaines personnes, ils croient que je me concentre que ça par intérêt. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression que je fais des choses par intérêt, alors que c'est juste que j'ai juste envie de rendre ce monde meilleur. Et donc du coup, en aidant et en me construisant moi-même, tu construis en même temps un bon entourage. C'est ça, c'est juste après, par exemple, les élections comme ça, je me suis vite rendu compte que, au final, c'est que à ton niveau que tu fais les choses, et c'est pas en allant voter ou comme ça. Bon, après, c'est un autre sujet, mais c'est en te construisant toi-même que tu arrives à faire progresser le monde. Ouais. Donc, non, je suis 100% d'accord avec ça. Et je pense que pour le fait que, tu sais, c'est marrant que tu dises que certaines personnes pensaient que tu venais par intérêt. Parce que j'ai invité Anthony, du coup, il y a 3 jours. Il était ici, dimanche passé, il y a 4 jours. Et il m'a raconté que
Tom, du coup, qui est aussi conseiller en gestion de patrimoine, qui l'a contacté pendant le reboot pour l'aider parce que ça faisait partie du deal, tu vois, avec Tom. Je lui ai dit, bah, tu peux offrir 1 heure de coaching aux différents mecs. Au moment où Anthony a vu Tom dans ses DM sur le reboot camp, qui lui dit salut mec, donc je suis conseiller en gestion de patrimoine et tout, on peut se faire un appel, je peux essayer de comprendre un peu mieux ta situation pour te donner 2-3 pistes pour atteindre tes objectifs financiers. En gros, un truc dans le genre. Bah, Anthony, il a vu ça, il a dit c'est qui ce connard qui veut m'escroquer, qui veut me vendre un truc, tu vois. Il a fait c'était un scammer. Ouais. Et il l'avait un peu envoyé chier. Enfin, c'est comme ça qu'il me l'a dit. Après, moi, j'ai pas vu les messages, ça. Mais ils se sont revus à Barcelone. Et du coup, Anthony a vu qui était Tom. Toi, t'as pas connu Tom, du coup. Si, Tom Sabouret. Ouais. Mais tu l'as vu en vrai? Non, je l'ai pas vu en vrai. Parce que mec, c'est un phénomène. Hein. C'est un phénomène. Faut que tu le vois. C'est un mec en or. Ouais, c'est un mec en méga or. Ouais. Et tellement bonne vibes, tellement souriant, tellement intelligent, tellement drôle. Enfin, il va écouter ce podcast. Tom, Putain, Tom. Et en vrai, Anthony, du coup, a rencontré Tom à Barcelone. Ouais. Et il allait s'excuser, tu vois. Il est venu lui dire, mec, je suis désolé, je peux pas. Mais c'est vrai qu'on a cet a priori, dès qu'on parle d'argent, qu'on est là par. Moi, les gens m'ont demandé, Elio, c'est quoi l'intérêt que tu as eu de faire cette vidéo sur l'argent, tu sais, que j'ai posté sur ma chaîne principale. Ouais. Et en vrai, l'intérêt, il est à 100% que. Moi, c'est un truc qui m'a choqué quand je l'ai appris. Le fait que quand on n'est pas éduqué financièrement, on se fait littéralement voler. Et par pur. Forcément, il y a de la bienveillance, mais je sais aussi que ça me le rend, tu vois. Ça fait partie de mon travail de partager des choses que moi j'ai apprises et qui m'ont permis d'avancer parce que du coup, par effet de réciprocité, les gens ont envie de me rendre l'appareil. Ça me retombe en bien un jour ou l'autre. Mais je pense même pas comme ça. Ouais. C'est juste que ça m'a choqué et j'ai envie d'en parler aux autres pour qu'ils comprennent. Si je vous ai parlé de Bitcoin pendant tout le Reboot Camp 2024, c'est parce que, et même pendant les éditions, même sur la Gamma, je vous parlais de Bitcoin, c'est parce que j'ai compris un truc, j'ai pu me permettre de passer autant de temps dessus, et j'ai envie que les gens ouvrent les yeux sur ce qui est en train de se passer. Parce qu'aujourd'hui, on est quoi ? On est le 3 octobre 2024. Tous ceux qui écoutent ce podcast en 2025, aujourd'hui, le Bitcoin, c'est à 54 600. Donc, on se retrouve dans un an, et puis on regarde, mais... Ouais, mais tu vois, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que même si c'est la même chose que le physique, en fait, c'est des choses tellement long terme que tu peux pas voir. Ouais. Et donc, du coup, les gens, s'ils sont pas fans à ça ou dans un mood différent, s'ils sont pas compris, ils vont jamais s'intéresser. Juste ayez les yeux ouverts et saisissez les opportunités. Merci du coup Hugo. Est-ce que tu veux faire des dédicaces ou... C'est genre le mec qui se passe sur énergie maintenant. C'est dédicace. Merci d'être venu mec. Alors, merci. C'était inattendu mais content qu'on ait saisi l'opportunité du coup. Putain d'entraînement. Yes. Comme d'hab vous avez le lien pour vous inscrire pour le Reboot Camp 2025 dans la description de cet épisode. N'oubliez pas de nous lancer un petit commentaire, je pense que ça fera plaisir à Hugo de les lire et à moi aussi d'ailleurs. Et désolé pour le manque de sérieux, mais on n'a pas pu mec, Nolan il rigolait et tout, et même on a 3 heures qu'on enregistre là, on a coupé la caméra, on rigolait, moi j'étais plié, ensuite j'étais au sol, mec, c'était cool. C'est énorme. Merci beaucoup.